Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Gagnon Konamna, une chirurgienne colorectale vraiment passionnée par son travail. Elle a été vraiment généreuse en anecdotes, en conseils. C'était vraiment une personne pétillante, là, vous allez voir. Ouais, c'était vraiment intéressant. Elle nous a parlé de son parcours, comment on fait pour se rendre en chirurgie colorectale, aussi c'est quoi être une femme en chirurgie. Donc, c'était vraiment intéressant. On avait plein de questions, puis elle était vraiment inspirante. Donc, on vous conseille vraiment d'écouter l'épisode. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr Konamna Gagnon. Merci d'avoir accepté notre invitation au podcast de C'est quoi ta spécialité? Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Je suis contente d'être ici. Je suis vraiment contente d'être ici. Comme première question, on aimerait savoir si vous aviez toujours su que vous vouliez aller en médecine. Non, au début, je voulais être diplomate. Puis c'est un peu stupide parce qu'il n'y a pas de, tu sais, il y a personne qui dit, il n'y a pas de voie directe pour être diplomate. Puis je sais pas si vous êtes au courant vite, mais il y a comme des collèges du monde uni. Il y en a quelques-uns dans le monde. C'est pour former, pas juste des diplomates, mais ils prennent une personne quasi par pays. Okay. Puis je faisais partie des finalistes. Puis c'était il y avait plusieurs entrevues. Pour dernières entrevues, il était comme, avais-tu des questions à nous poser? Puis j'ai dit, est-ce qu'il y a une profession que je peux pas faire en allant à ces collèges-là? Puis on dit pas mal tout sauf médecine. Parce que leur science n'était pas poussée pour les universités au Canada pour appliquer en médecine. Fait que quand je l'ai pas eu, puis que je suis allée au cégep après, c'est comme dans ma tête, j'étais comme, puisque j'ai pas été acceptée ici, je vais aller en médecine. Puis après ça, bon, tu sais, je vous cacherai pas, pour entrer en médecine, ça prend des bonnes notes. J'avais des bonnes notes, ça a bien été. Puis j'avais quand même un intérêt en sciences. J'étais bonne aussi en sciences. Fait qu'entrer en médecine, ça n'a pas été trop compliqué. Mais une fois en médecine, ça a vraiment pas été facile. Disons que les premières années, je me sentais très... je sais pas si vous avez vécu ça aussi, mais c'était très difficile pour l'estime de soi et la confiance. Parce que, tu sais, on arrive, on est habitué d'être les meilleurs de notre cégep ou de notre école secondaire. Puis là, on arrive avec comme les meilleurs de partout. Oui. Puis, tu sais, il y en a qui sont très intenses côté études. Il y en a d'autres comme moi. Tu sais, moi, il faut que j'étudie, il faut que je dois le lire, je dois l'écrire, je dois me le redire. Tu sais, c'est comme non-stop. Il y en a d'autres qui étudient pas puis qui l'ont. Oui. Puis, je suis rentrée en médecine tout de suite après le cégep. Fait que, tu sais, très jeune aussi. Oh my gosh, c'est la petite... Pour ceux qui nous écoutent juste, on a 1000 pattes qui se promènent sur le plafond. Exact, puis on le voit, puis mais bref, je vais pas me laisser distraire. Puis, fait que c'est ça, rentrer jeune en médecine, ça a vraiment été difficile pour ma confiance. Ouais. Mais ça s'améliore vraiment. Puis ça, à un moment donné, ça débloque, mais les premières années, ça a vraiment été difficile. Puis souvent, je me suis posé en question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Ça a été quoi vos trucs pour passer au travers de cette période plus difficile de remise en question puis d'estime de soi diminuée, mettons? Je me suis trouvé beaucoup de petite passion à l'extérieur de la médecine pour essayer de me donner comme pas de la valeur, mais me donner de la motivation à l'extérieur de médecine. Parce qu'il y a un truc aussi en tête, c'est que personnellement, pour moi, c'est, tu sais, t'étudies, puis là, à un moment donné, tu deviens comme un peu déprimé, puis là, tu penses que tu vas bien réussir, puis t'as pas nécessairement les bonnes notes, puis ça devient comme un cercle vicieux, puis là, tu réétudies comme des malades. C'est pas sain. Fait que j'ai commencé beaucoup, je faisais déjà de la musique avant, mais j'ai commencé beaucoup à écouter de la musique, à faire de la musique, ça m'a vraiment aidée. Puis j'ai découvert la chirurgie aussi. Puis la chirurgie, ça a vraiment été ma lumière au bout du tunnel. Tu sais, je savais, tu sais, ça a toujours été... Des fois, il y avait des matières que j'aimais pas, mais j'étais comme, let's go, fonce pour chirurgie.
Puis là, vous allez sûrement me demander comment j'ai découvert la chirurgie. Oui, exactement. Donc, tu sais, je sais pas si vous avez encore ces ateliers-là, mais il y a des petits ateliers pour faire des points de suture. Oui. Ouais. Puis j'étais en pré-med. Parce que comme j'ai dit, j'ai fait cégep, pré-med. Puis je faisais mes trucs. Puis il y avait un chirurgien, je me souviendrai, c'est un chirurgien orthopédique, qui était comme, hey, t'es meilleur que mes résidents. C'est fou comment, tu sais, quelqu'un dit un truc, puis comme, tu sais, t'en souviens toujours après. Exactement. Puis mon grand-père en Afrique, les Konamna, mon grand-père était tailleur, fait qu'il faisait les vêtements. Puis mon grand-père Gagnon était cordonnier. Fait que, tu sais, j'étais comme, je suis bonne techniquement, tu sais, avec mes trucs. Fait que quand il m'a dit ça, je sais pas, ça a comme, il y a quelque chose dans ma tête qui a fait comme, ben voilà, c'est ça que je dois faire. Puis c'est ça a comme été ma lumière. Puis sûrement qu'on va en discuter aussi, mais la chirurgie, c'est très... Tu sais, on doit connaître nos indications, on doit connaître notre anatomie et tout, mais c'est très physique aussi comme travail. Tu sais, c'est très... quasi des fois, je me sens comme dans ma bulle, puis je fais mes trucs comme quand je peins. Donc, c'est un peu différent. Tu sais, c'est pas juste mon cerveau, là, c'est aussi technique, puis c'est ce que j'adore. C'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais aucune idée encore c'était quoi vraiment être chirurgien, mais ça m'a vraiment donné une lumière au bout du tunnel. Puis me voilà, 12 ans, 13 ans plus tard. Est-ce qu'il y a eu d'autres spécialités qui vous ont intéressé ou ça a toujours été vraiment la chirurgie, c'est ça? C'était tout ce qui était relié aux trucs manuels. Fait que, un moment donné, j'avais vraiment aimé la gynéco, parce que c'est très manuel aussi, accoucher, j'avais vraiment aimé ça. Mais chirurgie. Ouais, j'avais vraiment aimé ça. À l'externat, est-ce que vous avez fait des stages en chirurgie? Oui, mon premier stage, c'est un stage à option. Puis souvent, parce que là, encore, tu sais, là, vous avez le temps, mais vous allez voir, il y a toujours comme des... premier stage, ça doit être ça, ça doit être ça, maman. Là, moi, je suis tombée en stage à option, puis c'est comme, OK, j'avais choisi chirurgie plastique, puis je savais que c'était ça que je voulais faire. Avant, pendant mon préclinique, sachant ça, j'avais fait des stages de recherche, recherche et observation au bloc. Puis je me souviens, la première fois que je suis rentrée dans un bloc opératoire, tu sais, ça sent le brûlé, tu sais, avec le cotère. Puis je me souviendrai toujours, puis j'avais écouté Grey's Anatomy, mais je me disais, j'étais comme, oh my gosh, c'est ça, tu sais, quand on se brosse, puis on est comme ça, puis on arrive, les infirmières nous gantent. Donc, je me souviens, la première fois, j'étais impressionnée. J'étais comme, oh my gosh, c'est incroyable. Puis c'est un nice feeling. Puis maintenant que je vous dis, je devrais faire attention un peu plus aux personnes qui viennent observer au bloc, parce que ça doit être comme la première fois que tu rentres dans un bloc, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Donc là, vous êtes rentré en résidence en médecine interne? Chirurgie générale. OK, direct. Ouais. Encore une fois, très, très chanceuse, très grateful, très reconnaissante de mon parcours. Ça a vraiment bien été. Fait que pré-med, médecine. Puis après ça, tout de suite en chirurgie générale. À l'Université de Montréal? Ouais. OK. Puis comment vous avez choisi par la suite chirurgie colorectale? Ben c'est ça. Fait que chirurgie colorectale, ça, c'est une surspécialisation. Moi, quand j'avais commencé mon externat, j'avais commencé mes stages en chirurgie plastique, puis j'avais trippé. J'avais vraiment aimé ça. Puis je me disais, OK, je vais en chirurgie plastique, mais vraiment plastique, pas esthétique. Là. C'était vraiment reconstruction, des lambeaux. J'avais vraiment aimé ça. Mais dans la vie, il y a beaucoup je trouve que l'impact de nos mentors peuvent changer complètement la trajectoire qu'on pensait vouloir. Fait que moi, honnêtement, au début, chirurgie plastique, j'ai adoré. Je m'entendais bien avec tout le monde aussi. Puis là, je faisais mes stages obligatoires en chirurgie générale. Puis là, je me disais, OK, il faut vraiment que j'aie des bons stages en chirurgie générale pour avoir une chance de rentrer en chirurgie plastique. Puis je me suis souviens toute ma vie parce qu'en chirurgie générale, j'étais comme, ça sent mauvais, ça va être, le tractus digestif, ça va être un peu dégueulasse, entre guillemets. Mais je veux pas dire ça parce que c'est pas dégueulasse. Mais, je me disais, bon, je me donne à fond, mais chaque jour, j'aimais ça. Chaque jour, je tombais de plus en plus en amour avec la spécialité. Jusqu'à un certain point, j'étais comme, OK, it's meant to be. Tu sais, par exemple,
vous savez c'est quoi une stomie? Fait qu'une stomie, c'est l'intestin qu'on monte à la peau pour dériver. Donc, souvent, il y a un blocage. Peu importe l'indication, c'est un bout d'intestin à la peau. Fait que des fois, tu sais, les patients vont venir parce que ça saigne ou parce qu'il y a un prolapsus. Fait que là, il faut enlever le sac. Mais tu sais, le sac est plein de sel. Oui. Puis je me souviendrai, tu sais, je me souviens, j'ai jamais été « Oh yes, allons voir », mais ouvrons le sac avec plein de sel, tu sais, ça peut paraître un peu, tu sais, c'est pas alléchant, mais je me souviens pendant mon stage, quand j'étais externe, j'aimais tellement ça. C'est pas que j'aimais tellement les sels, mais tu sais, je voulais tellement savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait, que là, tu ouvres le sac, puis tu y penses même plus, ou que tu le sens plus, ou si tu le sens, c'est comme « Non, mais je veux savoir c'est quoi le problème ». Puis c'est là que j'ai fait « OK, j'aime vraiment ça ». En plus de ça, je m'entendais tellement bien avec toute l'équipe, puis ils me faisaient rire, puis je me sentais à ma place. Puis c'est ça aussi quand on choisit une spécialité. Comme je dis, il y a la spécialité qui nous intéresse, évidemment, mais il y a aussi beaucoup l'environnement, puis si on se sent bien au sein de cet environnement-là, puis si le monde nous ressemble, entre guillemets, mais ça, on aura la chance d'en reparler aussi parce que ça change un peu là, des anciennes générations. Donc, tout ça, ça a fait en sorte que chaque jour, je me disais « Ah, mais j'aime vraiment ça. » Mais non, chirurgie plastique. Puis j'avais déjà commencé des projets de recherche en chirurgie plastique. Puis j'avais un stage de prévu. Le stage a été annulé. Puis là, je me cherchais un autre stage en chirurgie plastique. Il n'y avait plus rien. Mais en chirurgie générale, il y en avait plein. Puis il était comme « Ah, ouais, on va essayer là, on va voir. Je pense qu'il reste une place. » Finalement, j'ai fait un stage en chirurgie pathobiliaire à Saint-Luc, qui est maintenant le CHUM, où je travaille. Puis, ça a comme été ça a juste confirmé tout. J'ai tellement aimé ça. Puis, à partir de là, j'ai été acceptée. Merci, parce que des fois, ça marche pas du premier coup. Puis c'est la réalité aussi. Puis, il faut pas le prendre comme un échec. C'est juste que les places sont de plus en plus restreintes. Puis, donc, je suis vraiment, vraiment contente. Puis après ça, là, la surspécialité en chirurgie colorectale. Fait que chirurgie générale, avant, c'était tout. Fait que ça couvrait cœur, poumon, tractus digestif, vasculaire. Puis après ça, quand les résidents graduaient de chirurgie générale, soit qu'ils étaient vraiment chirurgiens généraux, ou ils allaient prendre des petites branches. Maintenant, on est très... tout devient tellement avancé avec nos recherches, tout devient tellement poussé que tout connaître la chirurgie cardiaque, la chirurgie thoracique, la chirurgie, ça devient extrêmement poussé, chirurgie oncologique. Maintenant, on connaît plus de récepteurs, on connaît plus de molécules, on a plus de thérapies ciblées. Donc, un chirurgien général qui fait tout, je pense que, pas que ça dilue, mais c'est vraiment difficile de rester à jour sur tout. Certainement, oui. Donc, c'est pour ça que là, les médecines sont un peu plus fractionnées. Je pense que c'est très américain. Là, je dis ça parce que j'ai fait ma surspécialité aux États-Unis. Je connais pas vraiment en Europe, mais même en Europe aussi, je pense que ça devient très fractionné, un peu dans tout aussi, comme med interne. Tu sais, il y a comme chacun ses petites surspécialités. D'où la chirurgie colorectale, ça devient une spécialité très précise parce que maintenant, pour gérer les cancers, ça devient extrêmement précis. C'est plus qu'un algorithme de mon patient a ça, je fais ça. Ça devient assez... ça prend tu sais, de réfléchir. Tu sais, chaque patient pourrait être traité d'une façon différente. Des fois avec la chirurgie, des fois sans chirurgie. C'est pour ça que ça devient très précis. Puis, je dirais aussi, maintenant, on sait que les outcomes, les bénéfices de certains types de chirurgie, on sait que c'est techniquement, tu sais, comment elle doit être faite, tout ce qui doit être pris quand on opère. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça devient poussé, puis qu'on devient de plus en plus spécialisé dans ce qu'on fait. Là, ça a l'air un peu abstrait, là, mais par exemple, des chirurgies pelviennes. C'est des chirurgies pelviennes, si la chirurgie est mal faite, ça change le pronostic du patient. Donc, c'est pour ça que ça devient pas facile, mais des chirurgies pelviennes, c'est pas facile à faire parce que le pelvis, c'est un os, tu sais, avec le bassin, les crêtes iliaques et tout, puis c'est tout petit, puis à l'intérieur de ça passent plusieurs organes avec beaucoup de tissus lymphatiques, avec du gras chez certains non, beaucoup de nerfs, beaucoup de vaisseaux sanguins. Fait que c'est là que ça devient, tu sais, c'est pas juste on coupe, ça devient plus touchy, plus poussé. D'où le fait que là, maintenant, il y a des surspécialités là-dedans. Puis, c'est ça. Pourquoi une spécialité
aux États-Unis? Pourquoi pas, par exemple, au Canada ou ailleurs? C'est quoi qui a fait que vous avez choisi les États-Unis? C'est une bonne question. Mais il y en a aussi au Canada, puis il y en a en Europe, il y en a un peu partout. Encore une fois, c'est vraiment c'est qui nos mentors, c'est qui qu'on connaît. Parce que c'est ça, tu sais, en chirurgie générale, pour venir en chirurgie générale, bon, là, il y a la chirurgie colorectale, mais il y a aussi la chirurgie hépatobiliaire. Donc ça, c'est tout ce qui est foie, vésicule biliaire, pancréas. Il y a la chirurgie oncologique. Fait que ça, c'est tout ce qui est des cancers, cancer du sein, cancer de l'estomac, plusieurs types de cancers, des sarcomes dans le ventre et tout. J'aurais pu choisir aussi la chirurgie thoracique, qui est plus poumon, œsophage, médiastin. Pourquoi chirurgie colorectale? Honnêtement, c'est les mentors que j'ai eus. Okay. C'est vraiment ça. C'est les mentors que j'ai eus, que j'admirais, que j'avais énormément de respect, puis que je me voyais devenir, tu sais, dans le fond, c'est m'inspirait pour faire ça. Fait que, tu sais, je suis passionnée de la chirurgie colorectale et j'adore. Puis je pense que c'est pas... Je me suis pas assise une soirée puis j'ai lu le chapitre du colon du rectum. Puis je me suis dit, oh my gosh! Mais c'est vraiment, je pense, l'approche de comment je voyais mes mentors, puis comment je voyais mes professeurs interagir. Puis je trouve aussi, personnellement, je trouve que c'est les plus belles chirurgies au monde. Les intestins, quand vous allez faire votre stage en chirurgie, j'espère que vous avez la chance de les voir. C'est beau, c'est rosé, ça bouge. Comme je dis à tous les patients, quand on est dans le ventre, il n'y a aucune façon de savoir c'est quelle origine, quelle nationalité, quelle race. Tout le monde a des intestins roses avec du jaune. Puis c'est des beaux teints, là, des beaux teints de rose, des beaux teints de jaune. Je trouve ça vraiment... J'adore ces chirurgies-là parce que c'est des chirurgies aussi minutieuses, mais aussi... Tu sais, c'est des grosses chirurgies. Tu sais, des fois, je suis épuisée à la fin de mes journées. Je suis raquée. Fait que j'aime les deux. C'est comme être minutieux, mais des fois aussi, il faut être un peu plus... tu sais, c'est du sport aussi. Des fois, je sors, puis j'ai comme des cernes partout tellement. Tu sais, c'est pas facile. Tu sais, fait que j'aimais le mélange des deux. Ah oui. Fait que j'aimais vraiment le mélange des deux. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi un fellow? Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce que c'est beaucoup de travail ou d'études? Oui, puis j'ai jamais répondu à ta question aussi. Donc, un fellowship, c'est une surspécialité dans une discipline. Puis, quand un fellow est board certified, donc, disons, au Canada, un fellow a déjà passé son collège royal. Fait que là, c'est vraiment comme un patron qui est là pour vraiment se surspécialiser dans un truc très, très pointu. C'est pas obligatoire de faire une surspécialité, de faire un fellowship, mais une fois qu'on est là, c'est qu'on se surspécialise dans des techniques chirurgicales ou dans un domaine en particulier. Ici, la colorectale, on fait beaucoup de recherches aussi pour essayer de pousser, d'avancer la science dans notre domaine. Donc là, le but d'un fellow, c'est que techniquement, tu sais déjà comment opérer. Là, c'est vraiment de l'amener comme une coche au-dessus. Pourquoi aux États-Unis? Encore une fois, parce que j'ai eu beaucoup de mentors puis beaucoup de professeurs qui étaient allés aux États-Unis. Puis, je suis tombée en amour avec Chicago. Moi, je l'ai fait à Chicago. Je suis tombée en amour avec Chicago avant même d'avoir appliqué là-bas. J'ai tellement aimé. Je sais pas pourquoi c'est un coup de cœur pour cette ville-là. Puis après ça, je me souviendrai toute ma vie quand j'ai eu l'invitation pour le fellowship là-bas. J'étais tellement contente. Puis encore une fois, j'étais un peu, tu sais, on est pas le syndrome de l'imposteur parce que j'ai travaillé fort pour être où je suis, donc je suis contente. Mais il y a toujours comme, pourquoi moi? Ouais. Puis j'en revenais pas. Puis quand j'ai été acceptée, je vous dis, c'est deux plus belles années de ma vie que j'ai passées à Chicago. Puis comme de fait, pour appliquer, je pouvais pas appliquer au Canada et aux États-Unis. OK. Donc, j'ai juste appliqué aux États-Unis parce que la façon que les matchs fonctionnent, ils nous laissent pas appliquer dans les deux. Okay. Puis c'est beaucoup plus difficile. Puis là, je veux pas dire que tu sais, que oh my gosh, c'est difficile de rentrer, puis je suis rentrée, donc je suis bonne. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est que j'ai vraiment fait c'est gamble. J'ai vraiment pris une chance. Vous avez travaillé fort aussi pour arriver jusque-là. Donc, vous méritez... Mais j'ai pris une chance. Puis ça a fonctionné. Puis c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante. Puis encore une fois, mes mentors, puis mes professeurs qui m'ont vraiment aidée avec leurs lettres, qu'ils ont appelé aussi pour pousser ma candidature.
Fait que c'est comme ça, je pense que... Mais j'avais appliqué aussi partout aux États-Unis. OK. Est-ce que les autres villes m'intéressaient autant que Chicago? Moi, tu sais, oui. Oui, mais ça a vraiment été un coup de cœur avec Chicago. Puis là, quand j'ai matché, là, ça... Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a été les 2 plus belles années de... Ça a fait du bien, mais tu sais, moi, j'ai grandi ici, j'ai passé ma vie ici. Ça a vraiment fait du bien de sortir un peu de mon environnement que je connaissais. Ça a fait du bien de changer d'air, dans un sens. Notre environnement aussi conditionne beaucoup comment on va réagir, comment on va interagir. Puis là, c'est comme si je recommençais à zéro avec qui j'étais à ce moment-là. Donc, on dirait que j'étais émerveillée partout. Ça faisait vraiment du bien. Tu sais, moi, là, je veux vraiment pas qu'on rentre politique, mais je pensais jamais changer autant mon regard sur la politique, surtout aux États-Unis, là. Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment ouvert comme l'esprit. On est à côté, on est voisins comme pays, on a vraiment des façons de penser différentes, on a une culture complètement différente que je comprenais pas tant parce qu'on écoute les mêmes films, on écoute les mêmes téléséries, la même musique, mais c'est vraiment un monde complètement différent. Donc, je suis vraiment contente d'avoir vécu ça, contente d'avoir vécu le système de santé là-bas parce que j'ai passé 2 ans. Ma première année, c'était surtout le système public. Ben, public, il n'y a rien de public là-bas, mais le système free, en guillemets, mais c'est pas free. Puis ma deuxième année, puisque je me suis surspécialisée au robot, là, j'étais dans un hôpital privé très riche que j'appelle le Bougie Hospital. Puis ça, c'est quelque chose aussi, là. C'est contraste là, entre 2 mondes. C'était vraiment différent. Comment ça fonctionne, les équivalences? Comme là, vous êtes allé faire votre fellow aux États-Unis. Est-ce que c'était facile de revenir pratiquer au Canada? Est-ce que c'est une équivalence comme mondiale? Donc, en fait, on a de la chance au Canada parce que le Canada et les États-Unis reconnaissent ce qu'on fait. Donc, les États-Unis ont reconnu mon Collège royal de chirurgie générale. Donc là, et ils ont reconnu ma résidence ici. Donc, j'étais board eligible pour mon boards, mon American Boards of Surgery. Mais j'ai dû quand même le faire. Fait qu'au total, c'était 4 boards. 2 collèges royal de chirurgie générale et de chirurgie colorectale, puis le boards de chirurgie générale américain puis de colorectal américain. Fait que c'était beaucoup d'études. C'est la même matière, là, mais c'était... Ouais. Ça se passe comment aussi de passer d'étudiant en français vers étudiant en anglais? C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. La façon qu'on prononce les mots aussi sont complètement différents. La première fois que je devais présenter les ground rounds, qu'il faut présenter devant tout le monde, c'est vraiment pas facile. Puis on cherche nos mots, puis on n'est pas habitué. En français, c'est super facile. Surtout après 5 ans de résidence, puis l'externat qui nous prépare bien. Tu sais, là, t'es présenté un patient, c'est facile. Puis là, c'est comme, on cherche nos mots. Non, c'était quelque chose. Je dirais aux États-Unis, le truc, c'est que j'avais un accent français, un accent québécois, français-québécois, là, quand je parlais en anglais. Et ça l'a vraiment aidé. Parce que des fois, ils m'écoutaient parler, puis je pense qu'ils comprenaient même pas, mais parce qu'ils aimaient l'accent, le nombre de fois qu'ils étaient comme « Ah, continue à parler, j'aime l'accent. » Des fois, ça m'a sorti du trouble. Ou des fois, je me souviens, comme... Tu sais, je vous le cacherai pas comme fellow, j'étais de garde 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, j'avais juste une fin de semaine sur 2 off. Puis on travaillait tout le temps. Puis des fois, je prenais des petits passe-droits, comme des shortcuts pour rentrer, juste pour dormir, des fois. Puis là, des fois, je me faisais arrêter. Puis là, je disais « I don't understand ». Tu sais, j'utilisais un peu mon... Ou des fois... dans les corridors, j'avais pas le droit de passer par là. J'étais comme, I'm sorry, I'm so new here. Je faisais vraiment par exprès. Le meilleur exemple que j'avais raconté, c'est, le South Side of Chicago. C'est un quartier qui est connu un peu plus dangereux. Je sais pas si vous aimez Kanye West, c'est ça, qui grandit dans le South Side, en tout cas. Puis, c'était, quand j'étais aux États-Unis, c'était pendant les manifestations de George Floyd. Donc, ils avaient fermé tout le centre-ville de Chicago, puis il y a des ponts. Il y a comme un river qui passe dans la ville, puis il y a des ponts pour rentrer dans le centre-ville. Puis moi, j'habitais dans le centre-ville.
Puis j'avais ma chirurgie, il était peut-être minuit, je venais de terminer d'opérer, puis les ponts étaient levés. Fait qu'il n'y avait aucune façon de rentrer dans le centre-ville. Moi, je m'y connais pas, il est minuit, j'ai faim, je veux juste dormir parce que je sais que je retourne à 5 heures du matin là-bas. Je suis perdue. Finalement, le GPS, puisqu'il ne savait pas que les ponts m'amènent dans le South Side of Chicago. Puis là, je me souviens, je pleurais. Je me souviens que j'appelle mon père, PID. Mon père est ici à Montréal. Comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais juste le stresser. Je sais pas où je vais. Puis là, finalement, je fais un demi-tour. Puis je reviens vers le centre-ville. Puis il y a des policiers qui barrent les ponts. Puis là, j'ai comme, I'm sorry, I'm not from here. I just want to go to sleep. J'ai pris le pire, ben pas le pire, mais le plus gros accent. Puis ils m'ont laissé passer. Ils m'ont laissé passer par le truc. Fait que des fois, ça m'a aidé. Mais puis après ça, bon, après 2 ans, ça devient, être immergé 24 heures sur 24. Puis, tu sais, on a une bonne faculté aussi d'apprendre rapidement, puis fait que ça s'est vraiment amélioré. C'est un peu pareil comme apprendre les termes médicaux. C'est comme une nouvelle langue qu'on apprend. Donc, exactement. On finit toujours par s'habituer, j'imagine. Ça va très vite. Ouais. C'est comment aussi être une femme en chirurgie, puis aussi une femme noire en chirurgie? Merci de poser la question parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Maintenant, est-ce que chaque jour, je vis des événements? Probablement pas. Tu sais, je veux dire, ça va bien, puis c'est très... Tu sais, je vis ma vie, puis je fais ma carrière, puis ça va bien. Mais il va y avoir certaines situations que c'est plus difficile. Plus difficile au début de bâtir une confiance. C'est comme s'ils me voient, puis ils sont comme... Tu sais, ça les surprend un peu. Cela dit, la confiance se bâtit très, très rapidement aussi. Puis après les avoir opérés, c'est fou parce que des fois, ça commence, puis ils sont comme... Tu sais, je vois un peu dans leur visage ils s'attendaient pas nécessairement à me voir. Vraiment les patients, là. Ouais. Puis après ça, c'est comme... Je reçois des cadeaux, tu sais... Puis... La majorité du temps, ils sont juste reconnaissants. Puis la majorité du temps, il n'y a aucun problème. Mais des fois, je le sens comme le petit... L'autre affaire aussi, c'est se faire prendre au sérieux. Là. Des fois, c'est vraiment pas facile. Le nombre de fois que je me fais tutoyer. Puis, tutoyer... Puis vous voyez, je le vois vraiment comme un signe de respect, puis un signe de... comme je le vois pas... pour se sentir nécessairement au-dessus de quoi que ce soit. Je veux vraiment pas que ça sonne comme ça. C'est vraiment plus un signe de respect. Puis je veux que tout le monde soit... Tu sais, tout le monde est égaux, puis tout le monde aide. Tout le monde, c'est vraiment un travail d'équipe. Mais je trouve que c'est vraiment... Tu sais, moi, je vais vous voyer certaines infirmières aussi. Tu sais, c'est pas... je le vois vraiment comme un signe de respect. Mais là, quand c'est... Tu sais, ça vient des fois des autres vers moi... Puis je me sens un peu inconfortable de dire, vous devriez me vous voyer. C'est ça que je trouve un peu plus difficile. Puis je sais pas si c'est moi personnellement qui prends comme ça, mais tu sais, c'est comme, non, tu sais, c'est moi la chirurgienne. C'est moi puis de couleur, je vous dirais qu'au Québec, c'est vraiment moins pire qu'aux États-Unis. Ah ouais? Ouais. C'est rare qu'ici, tu sais, là, je touche du bois, ça va peut-être m'arriver un jour, mais tu sais, du gros racisme, j'en ai, si je dis à ce jour, j'en ai pas vraiment vécu. Cela dit, on n'est pas à l'abri. Est-ce que je vis des micro-agressions quasi souvent, j'ai goût de dire chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais souvent, des petits mots ici et là, des petites affaires. Maintenant, moi, ça me... Tu sais, j'ai aucune preuve à faire à personne. J'aime ce que je fais. Je suis rendue là où je suis. Mais des fois... T'sais, on a une journée stressante, notre vie personnelle est stressante, puis là, on reçoit un petit commentaire comme ça. Des fois, ça passe du mauvais côté, là, puis on est humain. Aux États-Unis, par contre, ça, c'est une autre affaire. Et ma deuxième année, j'étais dans un hôpital, comme je disais, le Bougie Hospital, qui était privé, puis qui était en Illinois. Puis l'Illinois, c'est très républicain. Puis Chicago, c'est très démocrate, mais le reste, c'est très rouge, c'est très républicain. Puis c'est beaucoup de caucasiens, là. Puis une année, je vais... Aux États-Unis aussi, là, c'est très hiérarchique, hein? Fait que t'as le fellow qui parle, t'as le chief resident, fait que t'as le plus senior des résidents, puis après ça, t'as les étudiants en médecine. Tu sais, c'est comme la pyramide. Puis quand le patron il est là, c'est comme le patron,
Puis là, il n'y avait pas de patron, c'était juste moi. Fait qu'on fait la tournée avec tout le monde. Puis là, c'est tout le temps le plus senior qui parle. Fait que là, je parle. Personne ne comprenait mon nom. Fait que là-bas, j'étais Dr. MGK, c'est mes initiales. Mais je montrais ma carte, tu sais, pour qu'ils voient c'est quoi mon nom, puis tout ça. Puis là, c'est une patiente. Puis là, elle me dit « You're a mutt ». Puis là, moi, je ris. Je suis comme un peu comme « Ah, ouais, non, non. » Je continue à en parler. Puis là, je me tourne, puis je vois les étudiants en médecine, je vois les résidents, leur face a changé, est devenue blanche. Moi, je continue à parler. Hein, bye, là, je sors de la salle. Puis là, après ça, tout le monde est comme « Inquiète-toi pas. Fais-toi-en pas, tu sais, comme, elle sait pas ce qu'elle dit, elle est juste des montres, tout ça. Puis là, moi, j'ai aucune idée. Même, d'habitude, tu sais, je vous dis, la hiérarchie, souvent, les étudiants en médecine, ils vont même pas vouloir parler aux plus élevés parce que, justement, à cause de ça. Mais même les étudiants en médecine, t'es comme, inquiète-toi pas, c'est rien. Fait que là, je Google qu'est-ce que ça veut dire, mott. Puis mott, ça veut dire le mélange c'est un chien bâtard. Fait que, tu sais, c'est comme le mélange d'un chien de race puis de pas de race. J'ai comme, what? C'est comme, mais comme ça, genre, tu sais, comme direct, tu sais, pas de... Fait que ça, c'était comme ça. Ouais. Mais ça, la différence, par contre, c'est que moi, j'ai dit, OK, mais je la traite plus. Fait que je l'ai pas revue. Puis c'était pas moi son médecin, tu sais, j'étais la fellow. Fait que c'était le patron qui avait le... Donc, j'ai pas eu de problème. Mais ça, c'est le plus gros que j'ai eu. Puis il y a eu d'autres incidents, mais que, tu sais, que j'ai comme... À un moment donné, il faut être un peu plus tough skin, là, mais c'est sûr que on est sujet à avoir des petits... Quand vous dites tough skin, c'est quoi les techniques que vous avez trouvées pour justement comme bâtir un peu cette carapace-là? C'est vraiment une bonne question. Je dirais l'âge. Puis là, je suis pas vieille, là, j'ai pas... Mais je dirais l'âge, bâtir sa confiance aussi. Je pense que quand j'ai réalisé que c'était pas moi, tu sais, c'était pas personnellement moi, ça a fait comme, OK, tu sais, c'est plus mon travail, qu'est-ce que je donne, mais c'est pas ma personne quand j'ai réalisé ça. Puis là, étant chirurgienne, étant de l'autre côté, étant moi qui donne plus d'ordre, j'ai réalisé que des fois, je dis des trucs vraiment secs, mais c'est parce que ça saigne. Puis que, tu sais, il n'y a pas le temps d'être comme, s'il te plaît, peux-tu me donner? Non, non, tu sais, c'est comme, let's go, donne-le-moi. Ou, tu sais, il se passe quelque chose, quelqu'un vient me parler d'une situation, ben dis-moi c'est quoi le problème. Tu sais, je passe pas par 1000 côtés. Puis là, je réalise, je suis comme, mais quand je le dis, si ça sort raide, ça sort sec, ça n'a rien à voir avec la personne. Fait que je pense que c'est ça qui m'a rendu tough skin. Aux États-Unis, ça m'a tellement rendu tough skin aussi, parce que là-bas, c'est plus militaire-ish. Là. Tu sais, là-bas, c'est comme, fais ta job. Puis si tu fais pas ta job parfaitement, t'es pas bon. Puis quand tu fais ta job parfaitement, là, t'es correct. Puis il y a un patron là-bas. Tu sais, je me faisais bon, pas tellement, mais je me faisais souvent engueuler. Puis c'est vraiment une mentalité différente parce qu'ici, tu sais, tu peux pas nécessairement... On est vraiment différents. Mais je me souviens là-bas, à un moment donné, il y a un patron, il m'avait engueulé, puis je me souviens, je voulais pas pleurer devant lui, mais tu sais, je me souviens que celle-là, j'avais pas beaucoup dormi. Tu sais, j'étais comme, OK, là, c'était pas de ma faute. Puis après ça, il m'avait écrit, puis il était comme, le jour que je vais arrêter d'être sur ton cas, c'est que je vais arrêter de te pousser, c'est que ça va être le jour que je vais avoir abandonné. Puis là, je l'ai pris un peu comme, tu sais, Top Gun, puis c'est quoi le film? Il joue du drum, là, puis son coach, il est vraiment intense. Whiplash. Je sais pas si vous avez vu Whiplash. Puis c'est là que j'ai fait, oh my gosh. Puis, encore une fois, chacun apprend de sa façon, tu sais, va grandir de sa façon. Loin de moi de dire que c'est la meilleure façon en criant après quelqu'un puis de dire « You're a piece of shit ». Je pense pas que c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais de mon côté, ça a marché. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé pour être une bonne chirurgienne. Mais je pense pas que c'est la façon de faire. Pouvez-vous nous parler d'une semaine typique de chirurgienne colorectale à Montréal? Ça ressemble à quoi, du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche? Je sais pas. C'est non-stop. Moi, j'aime ça, c'est très diversifié. Donc, c'est diversifié en clinique, chirurgie, puis endoscopie. Endoscopie étant les coloscopies. Donc, mes semaines, moi, ça change parce que j'ai pas de jour fixe, mais disons, un lundi, je peux commencer en clinique. Fait que je vais faire de la clinique l'avant-midi, l'après-midi.
Une autre journée, je vais faire de l'endoscopie l'avant-midi. Je vais me booker des cliniques l'après-midi. 1 à 2 journées de chirurgie par semaine. Ça va dépendre si j'ai des collègues en vacances ou autres. Puis, je me laisse toujours une demi-journée pour faire de la recherche, de l'enseignement, des trucs comme ça, parce que je suis à l'Université de Montréal. Fait que j'ai aussi cette obligation-là. Donc, c'est très diversifié. J'aime ça. C'est différent. Parce que juste faire de la clinique, ça me rendrait un peu... Puis juste faire de l'endoscopie, un moment donné, ça fait mal. Puis juste faire de la chirurgie. Ça, de la chirurgie, je pourrais juste tout le temps en faire. Mais des fois, quand j'en fais beaucoup aussi, là, je commence à être raquée, je commence à avoir mal. Je me souviens quand j'étais fellow ou résidente, là, on opère chaque jour. Je me souviens des fois, j'étais comme, je peux-tu avoir un break puis pas en faire? Je m'ennuie un peu de ces moments-là parce que maintenant, il me semble que j'en ai pas assez. Mais fait que c'est très diversifié. J'aime ça. Ça me permet de... Chaque jour est comme différent. C'est quoi que vous préférez dans votre semaine? Vraiment, la chirurgie. Ouais. La chirurgie. J'aime tellement ça. Oh, puis ça, c'est moi. Ça, c'est au CHUM. Tu sais, c'est avec mon équipe. On est 1 semaine de garde par mois. En fait, ça va dépendre des disponibilités encore. Mais c'est soit qu'on fait la semaine de garde ou une fin de semaine. Puis selon ce qu'on fait, on se book pas de chirurgie, par exemple, pour être 100% là, parce que c'est un centre très, très... avec un gros volume de patients. Fait que si on se book plein d'affaires, des fois, on est séparés en 1000, puis ça dilue nos soins. Ça se passe comment aussi, une chirurgie? Est-ce que vous restez combien de temps debout et tout? Ça va dépendre c'est quoi la chirurgie. Des fois, ça peut durer 10 heures, 12 heures selon la pathologie. Si c'est un gros cancer, ça dépend. Des fois, ça va durer 2-3 heures. Moi, là, encore une fois, là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont m'obstiner, mais moi, je mets mes bas compressifs. Je suis à fond. J'ai jamais eu de problème vraiment de me sentir fatiguée dans les jambes. Mais ça pourrait arriver. Là. Je me souviens, des fois, là, comme je vous dis, j'opère 1 à 2 fois par semaine. Fait que, ça pèse moins, mais quand j'étais résidente, des fois, j'avais mal. Ou des fois, ma posture était tellement mauvaise, je mettais tellement de poids sur mes talons que des fois, j'avais mal aux talons. Au robot, c'est vraiment le fun. Au robot, je suis dans ma console. C'est des grosses chirurgies qu'avant, ça durait longtemps, puis c'était physique, puis ça faisait mal. Puis je suis dans ma petite console au robot avec mes petites affaires. Fait que puis je suis assise. Fait que ça change complètement la donne. Je peux passer 5 heures, 6 heures assis, le front collé avec mes trucs. Puis je le sens, ça passe 6 heures que je le sens pas. C'est sans pause. Sans pause. Mes gènes font en sorte que j'ai pas besoin d'uriner souvent. Fait que c'est rare que des fois je peux passer des journées sans besoin d'uriner. Fait que j'ai de la chance encore de ce côté-là. Puis l'adrénaline, quand ça rentre, puis encore une fois, c'est ça que je dis, c'est vraiment comme on se connaît. Puis personnellement, je sais que moi, quand je rentre dans quelque chose, quand je focus dans quelque chose, je suis focus, puis il n'y a rien d'autre qui existe à l'extérieur. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant la chirurgie, parce que des fois, il y a des 6-7 heures qui passent en 30 secondes. Puis avec l'adrénaline, on ne ressent pas vraiment la soif, pas vraiment la faim. Puis, ouais. Est-ce que cette adrénaline-là, elle continue à être autant intense ou vous finissez par un peu vous habituer au stress de la chirurgie? Bien, c'est un peu... Je sais pas ce que les psychologues ou les psychiatres, comment ils nous diagnostiqueraient, mais tu sais, on est vraiment des junkies d'adrénaline. En tout cas, moi, je parle pour moi, mais tu sais, il faut vraiment aimer ça parce que c'est stressant. Ouais. Puis des fois, là, en septembre, ça va faire 2 ans que j'ai commencé comme patronne. Puis là, je commence à vraiment... comme à être vraiment, plus comme décontractée. Puis, ben pas je commence, mais je me dis, des fois, avant de commencer, puis je suis comme, ben voyons donc, pourquoi je me mets, pourquoi j'ai choisi ça, mais pas pourquoi j'ai choisi ça parce que j'aime vraiment ça, mais c'est un stress, c'est stressant. Là, puis s'il y en a qui sont pas stressés, j'aimerais ça être comme ça, mais c'est pas, je veux pas dire que c'est stressant, puis que je suis stressée, puis je suis comme, oh my gosh. Cela dit, c'est pas... Tu sais, je prends pas ça à la légère. Ouais. Puis c'est pas... je sais pas, là, je vais écrire comme une note, là, bien que
chaque spécialité a un énorme poids, mais tu sais, je veux dire, surtout des chirurgies électives, le patient arrive, puis il est correct. Là, je l'ouvre, puis j'ai le potentiel de complètement changer sa vie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un niveau de stress. Puis là, tu sais, quand on est résident ou fellow, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours le chirurgien, qui est peut-être pas nécessairement dans la salle, mais il devrait, mais s'il se passe quoi que ce soit, on sait qu'il y a toujours le chirurgien. Mais là, quand c'est toi la chirurgienne, des fois, il y a comme des petits, comme, OK, ben, it's on me. Tu sais, s'il y a quelque chose qui va mal, it's on me. Puis là, je commence à pas avoir du fun, mais là, tu sais, c'est comme, OK, we got this. Mais, tu sais, c'est ça. C'est comme un niveau de stress. Puis comme, je pense qu'il faut aimer ça, avoir ça. Parce que sinon, c'est vraiment, c'est quelque chose. Est-ce que vous avez des trucs, justement, peut-être pour les externes ou ceux qui nous écoutent qui vont aller en salle d'opération pour être comme moins stressés et puis rester longtemps aussi debout? Là? Nous, on l'a jamais vécu encore, là, mais... Bien déjeuner. Bien déjeuner, c'est important. Moi, je dirais, comme chirurgienne, c'est pas pour tout le monde la chirurgie, puis ça, je le sais. Mais j'ai comme mentalité aussi, pas juste en chirurgie, mais surtout comme chirurgienne, comme patronne, que tu sais, la chance que tu as d'étudiants de venir, de voir ce que en salle d'opération, mais toutes les autres spécialités, je me dis, c'est un privilège. Il y a tellement de personnes qui veulent rentrer aussi en médecine que donne-toi à 1000%. Comme si tu voulais devenir chirurgienne colorectale. Tu sais, comme donne-toi à 1000%. C'est pour ça que moi, les externes qui ont lu avant, qui me posent des questions qui sont comme, hey, je sais pas c'est quoi le rectum, mais je veux savoir. Puis, tu sais, là, si vous me dites ça, je sais comme, lisez, regardez votre message. Mais, tu sais, que je vois qu'ils veulent vraiment comprendre. Tu sais, que je vois qui ont fait des recherches, qui ont lu la veille, tu sais, qui ont vu qu'on faisait une résection antérieure basse, par exemple, puis qui sont comme, pouvez-vous juste m'expliquer pourquoi on appelle ça une résection antérieure basse plutôt que juste une résection du sigmoïde ou du rectum? Puis, ça va tellement me faire plaisir. Fait que je pense que bien manger, ça, c'est juste pour avoir des forces. Puis de se montrer intéressé. Puis ça, c'est pas juste dans ma spécialité. C'est le conseil que je vous donne dans tout. Faites comme si... Donnez-vous à 100 000 à l'heure. Puis je pense que ça va faire de vous aussi d'excellents médecins parce que vous allez comprendre un peu, si vous allez... Peu importe votre spécialité, vous allez comprendre, disons, pendant mon stage en chirurgie, j'ai vu comment on faisait des stomies. J'ai vu comment ça se fait. Donc là, je comprends un peu plus ce que mon patient a, des trucs comme ça. Ça va juste vous de faire un médecin tellement plus, avec plus de connaissances, de qualité, d'empathie pour comprendre un peu. Puis, vous savez jamais quelle personne va vous aider dans votre vie. Fait que, vous donnez à fond, vous montrez intéressé, vous savez jamais comment quelqu'un d'autre d'une autre spécialité pourrait vous aider X. Fait que c'est mon conseil de bien se préparer. Puis après ça, l'autre chose que je pourrais vous dire, c'est de ne jamais rien prendre personnel. Et je pense que des fois, en chirurgie, on peut avoir la réputation d'être un peu plus sec, un peu plus... ça tend à changer aussi, là. Je pense que c'était pire il y a plusieurs années. Mais encore une fois, c'est rien de personnel. C'est un travail extrêmement stressant. Tu sais, quand des fois, il faut réagir vite, il faut donner des ordres vite, puis il faut être sharp. Fait que c'est pour ça que... c'est pas vous, là. Donne-moi ça, ça n'a pas rapport. Côté équilibre de vie, est-ce que vous savez à quelle heure vous finissez le soir ou il peut toujours avoir des urgences? C'est plus facile, disons, quand j'ai des cliniques, de savoir quand je termine. Je dirais, la majorité du temps, je sais très bien comment va s'organiser mon horaire. Je sais très bien vers quelle heure je pourrais terminer. Quand j'ai une journée de chirurgie puis j'ai des gros cancers, ben là, tu sais, ça se peut que je termine plus tard. Là, je ne veux pas dire d'heure, mais ça se peut que je termine plus tard. Puis ça, je le sais, je suis capable de prévoir à l'avance. Puisque nous, au CHUM, on travaille en équipe, souvent, il y a une personne de garde. Donc, ça va être mon collègue si j'ai une complication qui va le reprendre ou je peux être là aussi. C'est très rare que j'ai des imprévus, que je dois tout arrêter ou que c'est très rare. Encore une fois, ça va dépendre un peu de l'équipe avec laquelle on travaille, le nombre de chirurgiens et tout. Mais je dirais, côté qualité de vie, c'est bon. Là, j'ai pas d'enfant, tu sais, je suis encore jeune, tu sais,
on pourra s'en parler quand je vais avoir des enfants pour jongler. C'est sûr, j'anticipe que je serai probablement pas la mère la plus... Ben, je vais être présente, mais comme je serai probablement pas la mère qui va être la première en ligne à la garderie, j'anticipe que je serai peut-être pas cette mère-là, mais ça serait somme toute très bien. Ça serait quoi les urgences que vous recevez le plus souvent? Le plus souvent, appendicite. Appendicite, diverticulite perforée. Ça, c'est le plus souvent. Des occlusions intestinales. Ça, on en a. Même si vous êtes spécialisé colorectal, vous allez quand même faire ces chirurgies-là? Oui. Aux États-Unis, colorectal, c'est que colorectal. Fait que, ça va être côlon, rectum, petit intestin, et tout ce qui est pathologie périanale, fait que des abcès, des trucs comme ça. Ici, au Québec ou au Canada, colorectal, ça inclut aussi les appendicites perforées. Nous, au CHUM, on a la chance d'avoir tellement de surspécialités qu'on va faire tout ce qui est digestif. Donc, le service, je suis chirurgienne colorectale dans le service de chirurgie digestive. Fait que s'il y a une urgence, l'estomac perforé et tout, c'est moi qui dois le faire. Encore une fois, j'ai tout mon background de chirurgie générale. Fait que je l'ai appris à ce moment-là. C'est moi qui vais le faire, mais je ne ferai pas de vésicule biliaire, par exemple. De cholécystite, d'inflammation aiguë de la vésicule biliaire, ça, j'en ferai pas. Cela dit, il y a plusieurs chirurgiens colorectaux dans la province que quand ils sont de garde, ils font des gardes de chirurgie générale. Ce qui est pas mauvais, parce que ça fait du bien. Tu sais, ça fait du bien aussi de voir d'autres pathologies aussi. Tu sais, nous, on est vraiment focus sur un truc, mais c'est le fun aussi des fois de faire autre chose que juste ce qu'on fait tout le temps. Puis, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez, mettons, dire à ceux qui écoutent, qui voudraient peut-être aller en chirurgie colorectale, et quelque chose qui vous a, je sais pas, passionné, qui pourrait leur donner le goût aussi? Vous avez déjà l'air extrêmement passionné. Bien, moi, c'est l'anatomie que... Bien, en fait, quand j'opère, dans ma vie de tous les jours, ce que j'aime, là, c'est de retrouver les plans anatomiques. Parce qu'il y a souvent les plans anatomiques. Quand je parle de plan anatomique, là, vous me dites, c'est quoi ça? On n'est pas sûr. Tu sais, dans l'embryogénèse, les organes se forment d'une certaine façon, puis quand ils se forment, il y a comme un plan qui se crée entre les deux, puis normalement, quand tu coupes dans ce plan-là, ça saigne pas. Je sais pas si vous êtes à l'Université de Montréal, si vous faites votre... Puis je sais pas s'il enseigne encore, puis je lui dis allô, Luc Oligny. Oui, on l'a eu l'année dernière. Mais quand il commençait son cours, je me souviens, en prémède, il était comme, c'est le cours le plus important de votre médecine en entier. Puis là, moi, j'étais comme, mais je comprends tellement pourquoi il dit ça. Parce que, tu sais, en étudiant pour mes collèges royaux, mes boards américains, j'ai vraiment relu l'embryogénèse pour comprendre comment se forment les trucs. Puis quand tu comprends vraiment d'où vient l'anatomie, après ça fait tellement du sens, l'anatomie qu'on voit. Fait que moi, quand j'opère, peu importe le patient, mon but, c'est de retrouver cette anatomie-là initiale. Puis il n'y a rien de plus satisfaisant que de couper dans des plans puis que ça saigne pas, puis tu finis la chirurgie puis ça a pas beaucoup saigné parce que tu es vraiment dans les bons plans anatomiques. Fait que moi, ce qui me passionne, c'est l'anatomie, évidemment. Puis des fois, je suis comme « Oh my gosh, regardez ça, comment c'est beau! » Regardez le beau pelvis. Une fois qu'il n'y a plus de rectum, on voit tous les nerfs. Puis qu'on est dans les beaux plans anatomiques. Ça, moi, ça vient me chercher. Fait que quelqu'un qui tripe sur l'anatomie, je dis « Chirurgie, c'est parfait. » Maintenant, puis ça, j'avais lu cette question-là. Comme étudiante en médecine, comme résidente, comme fellow, j'avais jamais compris le sentiment de satisfaction d'opérer quelqu'un parce que, mine de rien, c'est pas notre patient, tu sais, c'est pas nos noms, mais enlever le cancer chez quelqu'un ou enlever une pathologie comme une diverticulite qui les dérange puis que ça change carrément leur qualité de vie, l'enlever, puis qu'après ça, tu sais, on les a guéris de leur cancer, là. J'avais jamais réalisé l'importance. J'avais jamais compris l'effet que ça faisait. Puis, pour moi, ça vaut l'or du monde. C'est le sentiment d'avoir fait comme tu sais, à la fin de la journée, on est fatigué, des fois on est raqué, mais le sentiment d'avoir tout enlevé, que c'est beau, qu'on a reconstruit l'anatomie, qu'on a fermé, que les plaies sont belles. C'est vraiment,
vraiment... Ça vient me chercher à un autre niveau. Puis c'est ce qui fait en sorte que là, ça change de... Ça devient vraiment une vocation. Tu sais, comme là, genre manger, je pourrais... Tu sais, tout ce que je veux, c'est m'améliorer, c'est d'être à mon meilleur, de lire plus. C'est plus un « je vais travailler ». Non. Tu sais, c'est vraiment comme... Je suis dévouée à ce que je fais. Puis ça, j'avais pas ça avant. Je pensais pas que j'allais autant aimer ça. Je m'en doutais, tu sais, mais je pensais pas que j'allais autant aimer ça. Ouais, ça va être satisfaisant. Ouais. J'aimerais ça parler avec d'autres, tu sais, mes collègues plus médicus, parce que c'est un peu la même chose. Tu sais, le sentiment de guérir quelqu'un, tu sais, de l'aider de ce qui atteint physiquement, puis, tu sais, mentalement, puis qui change sa vie. Mais le fait de l'enlever avec mes mains, c'est cool. C'est ça qui est comme complètement différent. Puis là, je deviens comme de plus en plus, tu sais, dans le sens que là, j'aime ça quand tout est parfait. Tu sais, j'aime ça quand tout est beau, j'aime ça quand ça saigne pas beaucoup. Après ça, quand je refais les anastomoses, que vous allez apprendre, c'est quand je remets les bout à bout, les bouts d'intestin, puis que c'est parfait, puis que là, je fais la colo au bloc, puis je vois que c'est rond, puis tu sais, que c'est le fun. C'est vraiment... Des fois, la vie, on a plein de problèmes dans la vie, là, mais le bloc opératoire, c'est comme mon moment sacré, mon moment que je sais. C'est comme s'entraîner, là. Je sais qu'en sortant du bloc opératoire, je vais être contente. Puis... Pourriez-vous démystifier le plus gros mythe de la chirurgie colorectale? Oui, avec plaisir. Okay. Qu'on joue avec les selles, qu'on fait juste jouer dans le trou de cul, là. Pardonnez-moi. Qu'on fait juste... tu sais, qu'on est un butt surgeon. Ça me... tu sais... En même temps, quand on dit colorectal, c'est vrai que ça porte à ça, puis qu'on comprend pas, mais c'est tellement plus que ça. Puis, tu sais, comme je disais, une chirurgie pelvienne, quelqu'un qui la fait pas bien, ça peut avoir une atteinte sur la fonction sexuelle, sur la fonction urinaire. Tu sais, ça a quand même des effets assez importants. Ça pourrait même donner un sac à vie, de la stomie à vie. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Encore une fois, comme je dis, un cancer du rectum, si c'est mal enlevé, si ça suit pas les bons plans, ça change le prognostic. Fait que c'est poussé, puis des fois, c'est un peu comme, on rit un peu de ça, parce que c'est pas une chirurgie, disons, à cœur ouvert, tu sais. But still, comme les patients peuvent décéder de ça, croyez-moi, un pelvis qui saigne, là, ça saigne. Puis souvent, c'est veineux, fait qu'on voit pas d'où ça vient. Des fois, le cœur, il fait des petites arythmies parce que, tu sais, ça saigne. Et tu sais, je dirais, le plus gros mythe, c'est que c'est juste le butthole. Tu sais, des fois, quand on veut prendre aussi le côlon transverse, tu sais, il y a tous les vaisseaux, on arrive proche du foie, du pancréas, puis croyez-moi, quand ça saigne dans ce coin-là, ça aussi, ça... Nos surrénales... Fait que, tu sais, c'est des chirurgies qui sont complexes, qui sont pas faciles. Puis importantes. C'est ça, puis, tu sais, il faut que quelqu'un le fasse. Ouais. Je pense qu'on est déjà rendu, ça passe tellement vite. Oui. On est déjà rendu aux sections en rafale, à la section en rafale, les questions en rafale. Alors, on voulait savoir par rapport, par exemple, au risque de maladie, qu'est-ce qui serait comme le pire entre quelqu'un qui est sédentaire ou quelqu'un qui a des habitudes, disons, alimentaires mauvaises. Ouais. Moi, j'aurais le goût de dire en ce moment quelqu'un qui est sédentaire, parce que les habitudes de vie, bien que, bon, maintenant, les études ont démontré que la viande rouge, ça augmentait le risque de cancer du sein, de cancer du côlon, du rectum, ou le tabac. C'est pas facile comme question. J'aurais le goût de dire en ce moment sédentaire, parce que sédentaire, ça va toucher sur plein d'autres organes, donc cardiovasculaires. Ça va juste être bon pour tout. En ce moment, il existe des études, mais il y a rien de très, très solide par rapport à tu manges plein de gras, ça va donner le cancer, par exemple. Non, ça va pas être bon pour tes vaisseaux, mais est-ce que ça va toucher nécessairement côlon, rectum? On a encore beaucoup de chemin à faire, puis là, il y a le microbiome qui rentre là-dedans, puis toutes ces affaires-là que j'entrerai pas, mais en ce moment, je dirais activité.
Pour continuer sur le cancer, des fois, on entend les gens dire comme quand je vais commencer à avoir des symptômes, là, j'irai consulter versus dépistage. J'imagine, dépistage. 100%. Dépistage. Parce que quand on a des symptômes, moi, c'est ce que je dis à tous mes patients. Quand ça fait mal, c'est soit que c'est bénin ou que c'est trop tard. Mais un cancer, ça fait pas mal, c'est insidieux. Il faut vraiment être à l'écoute. Puis des fois, il n'y a rien. Là. Des fois, tu sais, je dis, il faut être à l'écoute. Mais des fois, il n'y a pas de symptômes. C'est vraiment insidieux. Fait que dépistage, ça devient de plus en plus jeune, les cancers colorectaux. Aux États-Unis, ils ont changé l'âge de dépistage à 45 ans. Ici, c'est 50 ans. Je sais pas si j'imagine... En tout cas, je suis pas dans les personnes qui décident là, les guidelines canadiens, mais j'anticipe qu'un jour, ça va peut-être changer parce que moi, je le vois dans ma pratique. J'en ai des de plus en plus jeunes. Dépistage. Le dépistage, il n'est pas fait par les chirurgiens, c'est les gastro-entérologues. Souvent, gastro-entérologue ou médecin de famille. Dépistage de sang occulte dans les selles, qui est un bon examen, qui n'est pas le meilleur, évidemment, parce qu'il peut y avoir des faux positifs, mais ça donne déjà une bonne idée. Puis la coloscopie, si on a des facteurs de risque comme des antécédents familiaux ou du sang dans les selles, perte de poids, changement d'habitude des selles, des trucs comme ça. Bon, je pense que ça finit notre épisode avec vous. Merci beaucoup d'être venu. C'était super intéressant. Puis on est vraiment contente que vous soyez venu. C'est beau de voir quelqu'un de passionné comme ça, qui aime autant ça. On dirait que vous êtes vraiment dans votre, merci. Zone. C'est vraiment inspirant. Puis ça, tu sais, je pense pas vouloir être chirurgienne, mais ça donne le goût d'aller voir. Puis Anytime. Puis l'autre truc aussi... moi, je suis dans ma bulle au bloc, je mets ma musique, mais c'est pas, tu sais, c'est parce que moi, c'est que je me sens focus, tu sais, j'écoute ma musique, tu sais, j'opère, je suis comme, des fois, je vous souhaite de trouver une spécialité qui vous fait vraiment vibrer, puis qui apporte un plus dans votre vie, puis que c'est pas juste un travail. Merci encore. Ça fait plaisir. Bonne chance. N'hésitez pas. Venez faire un stage au CHUM. Super.